le public de Broadway s'enflamme pour une éblouissante pléiade de jeunes acteurs qui naissent. Leur source d'inspiration est l'Actors Studio de New York. Il donne une nouvelle dimension au réalisme. Can I help you, ma'am? Oui. They told me to take a streetcar named Desire. I have never done anything right. I've been going around with my head in a sling for years. Terrible thing to be lonesome. You know what I mean? Ils appliquent la célèbre méthode aller à la recherche de la réalité intérieure de leur rôle. Chaque acteur trouve sa manière unique d'y parvenir, mais embrassant tant de diversité, cette méthode est aujourd'hui la clé de voûte de chaque spectacle, au théâtre comme au cinéma. En vérité, ce système n'est pas né avec l'Actors Studio. Il ne faisait que traduire l'inspiration d'un homme qui venait d'un autre âge, d'une autre culture, d'une autre partie du monde. Pour retrouver celui qui modela cet art, il faut aujourd'hui se tourner vers Moscou, à la fin du siècle dernier, vers un homme qui fut l'une des plus grandes figures de son temps. Acteur, metteur en scène, professeur et fondateur du légendaire théâtre d'art de Moscou. Voici Konstantin Stanislavski. Depuis sa mort, il y a 50 ans, il est demeuré une énigme. Tour à tour, on l'a déifié ou rejeté. Le premier, il codifia en détail le jeu de l'acteur et en fit un système. Vénéré par les uns, sévèrement jugé par les autres, ces théories ont donné lieu à d'interminables controverses. Mais une chose est certaine, Konstantin Stanislavski, son théâtre, son système, ont été immortalisés, même si le monde autour de lui se laissait déchirer. Tandis que son pays était meurtri par l'Allemagne et que le peuple russe sans espérance et affamé renversait le tsar pour une utopie communiste, Stanislavski se retrouvait sur la scène de l'histoire. Lénine lui-même protégea Stanislavski des fanatiques qui menaçaient de purger le théâtre professionnel en faveur du nouveau et révolutionnaire Proletkult. Staline veillait personnellement à la rectitude idéologique des productions du théâtre d'art. Il encensa le système Stanislavski comme un triomphe de la sincérité soviétique et l'imposa aux étudiants. Avec la chute du système soviétique, on peut désormais enlever une à une les couches de mystique et aller à la recherche de Stanislavski, l'homme, l'inventeur de la mise en scène, l'architecte de l'opéra moderne et le créateur du premier système d'interprétation. Ce qui nous apparaît, c'est un homme dont la réalité dépasse largement le mythe. Un artiste dont les idées étaient si essentielles qu'elles ont survécu au régime qui avait tenté de les manipuler. Boże,
la bougie au projecteur électrique, de la calèche à l'aéroplane, du servage au bolchevisme, ma vie a été très variée. Quand je revois les routes sur lesquelles j'ai voyagé durant ma vie dans l'art, j'ai envie de me comparer à un chercheur d'or qui doit laver des centaines de tonnes de sable et de pierre pour trouver enfin quelques particules du noble métal. Comme le chercheur d'or, je ne puis léguer à mes héritiers mon labeur, ma quête, mes pertes, joies et déceptions, mais seulement les quelques particules d'or qu'il m'a fallu toute une vie pour trouver. Constantin Sergueïevitch Alexeïev est né en 1863. Il appartenait à un monde privilégié, issu d'une grande famille d'industriels, au style de vie très proche de l'aristocratie. Les Alexeïev possédaient de vastes propriétés en dehors de Moscou. Là, à Lyubmovka, Constantin passa son enfance. Il était le deuxième de 10 enfants. Petit garçon maladif et gauche, avec un défaut de prononciation. Timide, peu à l'aise en société, et guère brillant dans ses études, il ne pouvait rien apprendre par cœur. Malgré toute une vie sur scène, il ne parviendra jamais réellement à surmonter ce handicap. Constantin semblait destiné à la médiocrité. Pourrait-il succéder à son grand-père et à son père, fondateur d'un véritable empire industriel? Les Alexeïev consacraient toute leur énergie à la protection des arts russes. Les enfants grandissaient dans un climat d'exploration culturelle. La danse, l'opéra, le théâtre, voilà le monde où Constantin pouvait briller. Il organisait des spectacles familiaux, copiait des numéros de cirque, des ballets. Tout cela était un délicieux amusement d'enfants, jusqu'au jour où le père de Constantin fit ériger pour eux, à Lyubmovka, un vrai théâtre. Constantin rayonnait, il avait trouvé sa voie. Il créa aussitôt le cercle Alexeïev. C'était une troupe d'amateurs composée de membres de la famille, d'amis et de voisins. On jouait des farces et des comédies musicales. Constantin, lui qui avait tant de mal à l'école, donnait libre cours à sa soif de connaître les techniques du théâtre. Ils firent construire un second théâtre de 300 places dans leur propriété proche de la place Rouge. Les soirées des Alexeïev devinrent célèbres. Ils jouèrent pendant 10 ans. L'un de leurs derniers spectacles fut le fameux Mikado de Gilbert et Sullivan. À l'âge de 16 ans, Constantin quitta l'école pour travailler dans l'entreprise familiale. Durant les 40 années suivantes, il allait mener de front sa vie d'industriel et celle d'homme de théâtre. Il dirigeait l'usine Alexeïev de Moscou, où l'on produisait du fil d'or et d'argent. Ses affaires le menaient à l'étranger, il suivait de près le théâtre européen. Et il se jetait à corps perdu dans le tourbillon culturel qu'était alors Moscou. C'était la Renaissance russe.
Moussorgsky, Glazunov, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, Anton et Nikolai Rubinstein, Piotr Tchaïkovski, passaient les rênes à une nouvelle génération, Prokofiev, Sergueï Rachmaninov. Passionné par la danse, Constantin ne manquait aucun ballet. Une ballerine prometteuse, Anna Pavlova, commençait à attirer l'attention. Sergueï Diaghilev formait déjà le cercle d'artistes avec lesquels il allait s'embarquer dans son aventure européenne. Mais de tous ces brillants artistes, c'était le jeune chanteur d'opéra, Fyodor Chaliapin, qui fascinait le plus Constantin. Chaliapin semblait avoir découvert une source magique d'où, sans fin, il puisait l'inspiration. Dans le monde du théâtre, Constantin se tournait vers les plus grands acteurs de l'époque qu'il étudiait intensément. De Fedotova, il comprit le besoin de communiquer avec les autres acteurs. Regarder son partenaire droit dans les yeux, lire ses pensées dans son regard et lui donner la répartie en accord avec l'expression de son visage. Eleonora Duse était en soi une œuvre d'art. Belle et féminine, capable d'hypnotiser grâce à son calme et sa sincérité. Enfant, Constantin collectionnait les portraits d'Ernesto Rossi. Désormais, il étudiait sa voix et le rythme qui était le sien. Au moment lyrique, poétique, dans les scènes d'amour, Rossi s'autorisait à parler simplement et savait vraiment le faire. Tommaso Salvini était un dieu de la scène. Constantin apprit qu'avant chaque représentation, Salvini passait 3 heures dans la plus grande solitude afin de capter l'âme du personnage qu'il allait interpréter. Constantin notait toutes ses découvertes. Pourquoi, lorsque je vis Salvini, je me rappelais Rossi et tous les autres grands comédiens que j'avais déjà vus? Pourquoi pensais-je qu'ils avaient tous quelque chose en commun? Quelque chose qu'il me semblait bien connaître, que je n'avais rencontré que chez les acteurs les plus exceptionnels. Mais qu'était-ce donc? À Moscou, le théâtre impérial Mali était son université. La troupe voyait en Constantin un riche héritier. Mais son talent et sa passion pour le théâtre surent le faire accepter. Ce théâtre était connu comme la maison Ostrovsky, du nom de son directeur. C'était un grand auteur dramatique dont les idées sur la réforme du théâtre russe influencèrent considérablement Stanislavski. Une génération plus tôt, l'acteur serbe Mikhail Shchepkin avait élevé le Mali à de hautes sphères en y introduisant pour la première fois la formation d'acteurs. Un acteur ne peut pas se contenter de mimer la vie. Il doit se livrer tout entier. Il doit créer ses rôles comme des êtres vivants, en s'aidant de sa propre expérience. Constantin n'était pas un acteur né. Conscient des limites de son originalité, il mit au point tout un ensemble de trucs. Tout au long de sa vie, il a ainsi sélectionné les meilleures idées des autres. La visite de la troupe de Saxe-Meiningen eut un immense impact. Il apprit comment utiliser de vastes effets de foule, ou encore des trucages lumineux afin de masquer la faiblesse d'un rôle ou un dialogue indigent. Pour la première fois, il vit des acteurs qui, jouant ensemble, servait l'objectif du metteur en scène. Tout cela, il le consigna pour le déposer dans ce qu'il appelait la malle de l'acteur. C'était le début de la mise en scène. Constantin jouait dès qu'un rôle se présentait, aussi bien dans de médiocres vaudevilles que dans des opérettes ou des farces françaises osées, dans des théâtres de deuxième ordre.
Il cachait à ses parents cette vie secrète, jouant sous un faux nom, sans doute choisi en raison de sa ballerine préférée, Stanislavskaya. Le stratagème ne dura pas. Son père le vit un jour dans une scène d'amour un peu leste. Le choc fut intense. Mais pour autant, le théâtre ne fut pas interdit à Constantin. On lui enjoignit, au contraire, de fonder un cercle dramatique digne de ce nom et de réaliser un travail sérieux. Désormais trop connu pour changer de nom, Stanislavski commença réellement sa carrière d'acteur. À la fin des années 1880, Stanislavski devint l'un des acteurs les plus célèbres de Moscou. Il fonda la Société d'art et de littérature et durant 8 ans présenta 2 pièces par semaine. Il exigeait de sa troupe une grande discipline pour les répétitions et une perfection de la diction, ce qui à l'époque était tout à fait nouveau. Sa troupe amateur était novatrice. Elle ébranlait la stagnation de la scène professionnelle où les comédiens restaient au centre de la scène et déclamaient les yeux au ciel de manière grandiloquente. À cette époque, Stanislavski éprouvait encore des difficultés à interpréter des rôles tragiques. Ses lacunes littéraires étaient aussi un obstacle pour discerner la qualité des pièces. Il se sentait plus à l'aise dans des rôles de matamore, mais décidé à mûrir, il interprétait de plus en plus de rôles complexes. À 26 ans, il s'éprit de Lilina, actrice amateur, ayant fait fi des conventions sociales pour entrer dans sa société. Elle deviendrait une des meilleures comédiennes de la Russie. Ils se marièrent en 1889. Pendant 50 ans, Lilina fut la muse et la confidente de Stanislavski. À 35 ans, Stanislavski connut une période de crise. N'avait-il pas poussé le théâtre amateur jusqu'à ses limites? Il pensa quitter la scène pour consacrer plus de temps à sa famille et à ses affaires. Mais ce jour-là, lui parvint une invitation à déjeuner. Elle venait de Vladimir Nemirovitch Danchenko, auteur de théâtre, critique et professeur d'art dramatique à la Philharmonie de Moscou. Il ignorait les raisons de cette invitation, mais connaissait la réputation de Nemirovitch, un grand intellectuel qui, comme lui, brûlait de réformer le théâtre russe. Rendez-vous avait été donné au Slaviansky Bazar, un grand restaurant au lieu de l'intelligentsia de Moscou. Le 22 juin 1897, à 2 heures, ils se rencontrèrent, prenant soudain conscience que le destin les avait tous deux préparés à ce moment et qu'ensemble, ils allaient révolutionner le monde du théâtre. Une tâche immense les attendait. Nemirovitch était issu d'une famille pauvre de province. Il avait connu la gloire dans ses jeunes années pour avoir écrit des romans à succès. C'était un universitaire, adepte de l'école psychologique de mise en scène. Il recherchait par-dessus tout le sens intérieur. Pour lui, les objectifs des auteurs dramatiques étaient gigantesques. Il avait un sens aigu de la qualité littéraire et l'instinct pour découvrir de nouveaux talents. Leurs qualités étaient complémentaires. Il venait de former une nouvelle génération d'acteurs et répugnait à les voir partir pour le théâtre professionnel dont il méprisait les valeurs. Stanislavski serait l'associé idéal, un homme unique car non contaminé par le théâtre professionnel. Ensemble, ils projetèrent une coupure radicale avec le passé. Ils fonderaient un théâtre pour le peuple, financièrement indépendant,
sans compromis pour les buts littéraires. Ils projetèrent le mariage idéal de la scène et de la littérature. C'était le nouvel âge. Le tournant du siècle faisait naître un besoin d'invention, de science et de pensée nouvelle. Humanisme, recherche spirituelle, quête mystique. Tandis que l'homme dominait la nature, la terre de l'esprit désormais se laissait explorer. Si l'œuvre de Freud dérangeait obscurément, elle n'en était pas moins fascinante. Quittant le monde de la théorie, l'idéologie de Karl Marx était mise en pratique. L'ordre ancien était en mutation. Pourquoi n'en aurait-il pas été de même pour le théâtre ? L'après-midi se fondit dans le soir. Ils évaluèrent toutes les difficultés qui les attendaient. Lourdeur du système impérial, rigidité de la censure, toute idée nouvelle était potentiellement dangereuse. Prêts à relever le défi, ils se partagèrent les tâches. Stanislavski serait directeur artistique, responsable de la créativité et du contrôle des productions. Nemirovitch aurait le contrôle du répertoire et administrerait le théâtre. Mais quel changement allait-il apporter ? Nous rehausserons le statut de l'acteur, qui jusqu'à maintenant n'a jamais été beaucoup plus qu'un serf. Pour la première fois, nous donnerons aux comédiens des loges, une aire d'étude et un foyer. Il y aura de la discipline, un code moral, une participation rigoureuse aux répétitions et pas d'alcool. Nous ferons appel à des créateurs de costumes. Des décors seront dessinés et peints par des artistes. Chacun, jusqu'au personnel du vestiaire, aura en commun le même objectif, l'accomplissement du grand art. Cette rencontre fut la confrontation de deux super-égaux. En prévision de désaccords futurs, ils rédigèrent sur le champ un contrat selon lequel chacun pourrait opposer son veto à l'action de l'autre. Ce document servit maintes fois au cours des années suivantes. Leur déjeuner avait duré 18 heures. Il devint légendaire dans l'histoire du théâtre. À 8 heures du matin, ils se rendirent à la propriété de Stanislavski à Lyumovka pour le petit déjeuner. Ils avaient préparé un travail gigantesque, rien de moins qu'un manifeste pour l'avenir du théâtre, et pas uniquement en Russie. Il serait plus tard repris à travers le monde. L'association entre Stanislavski et Nemirovitch allait durer 40 ans. Leur vie était inexorablement liée, même si, durant tout ce temps, jamais ils ne devinrent amis. Ils étaient unis par le sens du devoir, afin de mener jusqu'au bout la mission qu'ils s'étaient assignée. Dans le pur esprit du nouvel âge, la troupe qu'ils avaient montée se retira à la campagne, à Pouchkino. Ils avaient réuni les meilleurs étudiants de Nemirovitch et les meilleurs comédiens amateurs de Stanislavski qu'ils avaient persuadés de devenir professionnels. Pendant tout un été, ils vécurent une idylle, travaillant dans les champs, faisant la cuisine à tour de rôle. Ils nageaient aussi, marchaient et lisaient de la poésie. Du matin à la nuit, ils répétaient dans une grange aménagée. Nous devions réussir à tout prix. La presse claironnait à l'étranger l'échec auquel nous allions. Nous n'étions que des amateurs. Notre projet n'était que le caprice d'un commerçant égaré.
Les jeunes étudiants qui allaient devenir les meilleurs comédiens de leur temps s'étaient joints à ce groupe exceptionnel. Ivan Moskvin, un fidèle de Stanislavski. Olga Knipper, qui allait épouser Tchekhov. Lilina, qui revint à la scène après ses maternités. Le public l'adorait. Et le plus brillant de tous, Vsevolod Meyerhold, un disciple de Stanislavski qui plus tard se rebella. Pour que la promesse de qualité scénique soit tenue, l'un des peintres les plus respectés de Moscou fut engagé. Lui aussi passa l'été à Pouchkino afin de pénétrer l'âme du théâtre. C'était Victor Simov. Son travail s'avéra vital pour le succès du nouveau théâtre. Nos comédiens étaient trop inexpérimentés pour que nous puissions bâtir notre succès sur leurs épaules. Pour le moment, il nous fallait les cacher sous le luxe des costumes et des décors qui éblouissaient les spectateurs. Sous cette protection, les comédiens auraient le temps de mûrir. La première production fut choisie avec soin. Ce fut le drame historique d'Alexeï Tolstoï, le tsar Fyodor Yohanovitch. Dans des marchés, des monastères, ils trouvèrent des étoffes, des costumes, des tapis. À partir de cette moisson, Simov allait créer un extraordinaire décor. Pour atteindre un réalisme historique, il fut demandé aux comédiens de chercher à respirer l'atmosphère de l'Antiquité russe. En train privé, ils visitèrent des cathédrales du XVIe siècle, des beffrois et des kremlins. Il y eut 74 répétitions, du jamais vu en ce temps-là. C'était un grand spectacle dans lequel Stanislavski put laisser libre cours aux effets de scène et aux séquences de foule. C'était aussi un grand risque. La pièce venait à peine de passer la censure, mais elle demeurait politiquement dangereuse. Elle donnait l'image d'un tsar faible et indécis, et non celle de l'homme infaillible que l'État aimait à représenter. L'heure avait sonné de montrer au public de Moscou le résultat de mois entiers de travail. La troupe était en émoi. Le soir du 14 octobre 1898, au théâtre de l'Ermitage, le rideau se leva sur le théâtre d'art de Moscou. Знаешь, ты помнишь батюшку царя? Ты князь, будь спокоен. Дмитрий к себе из Углича выпил сюда. И мальчику, и мальчиных братьев, всех выпил. Moscou n'avait jamais rien vu de semblable. Cette richesse, ce pittoresque, cette authenticité dans les détails. Ivan Moskvin était merveilleux dans le rôle du tsar. Il le joua pendant presque 40 ans et en tourna cette version filmée dans les années 30. Как я вас помирил. Ну, полно вам сердиться друг на друга. Ну, полно. Шурин. Ну, полно. Я доволен. Le tsar Fyodor fut un succès. Moscou avait attendu avec délice que Stanislavski aille à l'échec, mais même les critiques sans merci saluèrent l'audace, le travail accompli et la créativité de la production. Cependant, une réussite ne pouvait suffire. C'était toute une série de succès qu'il leur fallait. Or, il y eut à ce moment-là plusieurs catastrophes. Leurs productions les plus prometteuses furent interdites et le théâtre placé sous haute surveillance. Le public ne venait pas. Et il semblait que cette entreprise courageuse allait prendre fin avant Noël. Il leur
leur restait juste assez d'argent pour une dernière production. Nemirovitch proposa de monter une pièce de son grand ami Anton Tchekhov. Stanislavski trouva ce risque absurde. Il ne voyait aucune valeur à l'œuvre de Tchekhov. Tchekhov s'estimait avant tout médecin et ensuite écrivain. Il donnait chaque jour des consultations gratuites aux pauvres, là, dans sa maison de Melikovo, à quelque distance de Moscou. Il s'y était réfugié pour fuir l'air pollué de la ville. En 1898, sa tuberculose était déjà à un stade avancé. Il avait 38 ans. Tchekhov jouissait déjà d'un grand renom. Il était très aimé du public russe pour ses nouvelles et ses romans, qui décrivaient si justement la société de province. Il écrivait de manière impressionniste, par touches délicates. Il pénétrait les profondeurs de la faiblesse humaine, l'absurdité et la souffrance. Il menait à Melikovo une vie très retirée, on le voyait rarement en société. Sa pièce, La Mouette, venait de faire l'objet d'un terrible fiasco à Saint-Pétersbourg. Cet échec lui avait été très pénible. Or, c'est précisément cette pièce que Nemirovitch proposait de monter en une ultime tentative pour sauver leur théâtre. Tchekhov lui-même opposa résistance. Pourquoi aurait-il risqué un autre échec? Par-dessus tout, il s'inquiétait de la manière dont Stanislavski allait interpréter sa pièce. Stanislavski était totalement déconcerté. Il admettait qu'il ne comprenait tout simplement pas la pièce. Il la trouvait monotone, vide, sans action, peu scénique. Il lui semblait qu'elle n'avait rien à offrir à un metteur en scène. Comment mettre en scène cette pièce étrange? Comment saisir l'ineffable et l'impossible, le non-dit, les secondes de la vie où l'on sent l'intervention de l'éternité? Se laissant guider par son instinct, Stanislavski se mit à traduire, dans les plus grands détails, chaque attitude, chaque mouvement des personnages. Il sentait qu'en utilisant l'action physique, il allait pouvoir révéler l'état intérieur de l'émotion et de la pensée. Il introduisit des éléments d'ambiance scénique qui devinrent les bases de la mise en scène moderne. Coucher de soleil, grenouilles coassant, cloches lointaines. Nemirovitch fut stupéfait du résultat. Voici un extraordinaire exemple de l'instinct créatif de Stanislavski. Bien qu'étant encore peu sensible à Tchekhov, Stanislavski m'envoya un matériel si riche, si original et d'une telle profondeur qu'il était impossible de ne pas admirer cette imagination flamboyante. Tchekhov ne partageait pas cet enthousiasme. Il avait une vision très différente des objectifs de la pièce et s'inquiétait des éléments qui avaient apporté Stanislavski. Il dut se retirer à Yalta, sa santé s'étant altérée. La pièce débute le 17 décembre 1898. Les comédiens sont si nerveux qu'ils prennent des gouttes de valériane. Sur scène, Stanislavski ne cesse de trembler. Des coulisses, les visages se penchent pour entendre les premiers sifflets. Un ou deux comédiens se mettent à pleurer. Sous l'effet de la tension, une actrice s'évanouit. Quand le rideau se ferme, tous restent pétrifiés. Pas un comédien ne songe à saluer. Stanislavski est désespéré. Il règne un silence extraordinaire qui dure plusieurs minutes. Et soudain,
Le public se lève. Tout le monde s'embrasse, monte sur les fauteuils. Les critiques se précipitent sur la scène pour applaudir. Chacun ressent l'importance du moment. Le théâtre ne sera plus jamais le même, désormais. La mouette devint le symbole du théâtre d'art de Moscou. Elle l'est encore aujourd'hui. Dans l'Empire russe, le XXe siècle commençait avec peine. L'inimaginable était en train de se produire. Immense, immuable, ayant beaucoup souffert, le peuple demandait à être émancipé. Le gouvernement y prêtait peu d'attention. Il pensait que le peuple russe continuerait de se soumettre à une politique de répression. L'abîme se creusait entre riches et pauvres. Le jeune tsar Nicolas II ne semblait pas prendre garde au danger. Il était trop loin de son peuple, trop indécis aussi. Les fondations de nouveaux partis révolutionnaires étaient mises en place. Les doctrines du socialisme trouvaient de solides appuis parmi l'intelligentsia russe. C'est à cette période que Vladimir Ilitch Lénine se rendit pour la première fois au théâtre d'art. Il applaudit les efforts accomplis pour instruire l'homme simple et il gagna à la cause de la Révolution l'actionnaire le plus riche et le plus influent du théâtre d'art, Sava Morozov. C'était une période pleine de dangers pour le théâtre d'art qui, aux yeux des autorités, s'était fermement aligné à l'extrême gauche. Il y eut de nombreux démêlés avec la police. L'administrateur du théâtre, Nemirovitch, fut même menacé d'emprisonnement. Le théâtre d'art avait donné une représentation pour des ouvriers d'usine, acte illégal sans une permission spéciale. C'est dans ce climat que la troupe quitta Moscou au printemps de 1900 pour sa première tournée. Ils emportèrent leur nouvelle pièce, Oncle Vania, à Yalta, station balnéaire de la mer Noire, où Anton Tchekhov possédait une maison. Ce doux climat était plus indiqué pour sa tuberculose qui évoluait rapidement. La villa de Tchekhov était ouverte aux plus grandes figures du monde des lettres, de la musique et des arts de la Russie. Léon Tolstoï, lui aussi, était là. En dépit de son grand âge, il était toujours l'écrivain le plus vénéré de la scène littéraire. L'âme de la Russie. Tous les écrivains qui étaient là, à Yalta, avaient reçu son influence. Fyodor Chaliapin était aussi chez Tchekhov. Là, il présenta Sergueï Rachmaninov à Stanislavski. C'était le printemps de notre théâtre. Ces moments les plus rares et les plus joyeux. Il y avait des comédiens et des musiciens. Chaque jour, nous nous retrouvions chez Tchekhov, où nous attendait le déjeuner. Nos discussions m'ouvrirent les yeux sur bien des sujets. Je me rendis compte plus tard de tout leur intérêt pour un metteur en scène. C'était une chose extraordinaire, tous ces génies se délassant ensemble, prenant l'air, échangeant des idées et se lisant leurs nouvelles œuvres. Il y a dans le foyer du théâtre d'art de Moscou un tableau qui commémore ce printemps de 1900. La raison principale de leur séjour à Yalta était de donner Oncle Vania pour Tchekhov, trop souffrant pour le voir à Moscou. Dans son interprétation d'Astrov, Stanislavski révéla son meilleur rôle de toutes les pièces de Tchekhov. Il laissa sourdre une tension intérieure,
à la fois poétique et courageux, cynique aussi. En mettant au point une séquence d'action physique, il put exprimer les nuances psychologiques les plus subtiles. Il avait transformé les petites choses de la vie quotidienne en actions scéniques pleines de sens. Écartant temporairement ses doutes, Tchekhov reconnut alors « Je remercie le ciel qu'au milieu des écueils de ma vie, j'ai enfin trouvé cette île merveilleuse qu'est le théâtre d'art de Moscou. » Invité à Yalta par Tchekhov, Gorki confessa que lorsqu'il vit oncle Vania, il pleura comme un enfant. Ainsi, Gorki, écrivain vagabond, inspiration de la gauche, pénétra dans la sphère du théâtre d'art. Stanislavski et Gorki s'admirèrent instantanément. Constantin lui demanda immédiatement de porter à la scène sa vision de la Russie contemporaine. Le printemps de Yalta avait aussi forgé d'autres destinées. Olga Knipper et Anton Tchekhov annoncèrent leur mariage. Leur amour était poignant. Ils savaient que le temps leur était compté. Une autre comédienne, Maria Andreeva, surnommée la Divine, devint la maîtresse de Gorki et sa complice politique. Elle allait quitter son mari, le gouverneur militaire de Moscou, pour organiser la révolution dans les rues. Ainsi prit fin cette aventure d'un mois. Tchekhov et Gorki promirent d'écrire pour le théâtre d'art. Exalté, Stanislavski repartit pour le Nord. Quelques semaines après, apparurent des tensions qui menacèrent de disloquer le théâtre. Tandis que Stanislavski se laissait porter par une vague de succès créateurs, le théâtre perdait de l'argent. Le richissime actionnaire, Sava Morozov, les renflouait de centaines de milliers de roubles. Mais il voulait désormais contrôler de plus près les affaires et avoir un droit de regard sur le répertoire. Nemirovitch pensa que Morozov avait l'intention d'utiliser le théâtre à des fins politiques. Il craignait aussi d'être évincé. Pour échapper aux tensions, Stanislavski se réfugia dans sa nouvelle production, La Fille des Neiges, d'Ostrovsky. Selon le schéma désormais classique de Stanislavski, il fallait réaliser un voyage dans le passé de la Russie. Ils partirent pour les villes anciennes d'Arkhangel. Stanislavski voulait de la couleur locale, des costumes authentiques. Il demanda à Asimov de faire de La Fille des Neiges un conte, un rêve, une saga nationale. Il voulait créer le réalisme fantastique. Il y eut le nombre incroyable de 103 répétitions. Le coût de la production était énorme. Stanislavski dépassa les limites. Il surchargea la pièce de détails, le texte fut mis à mal et l'histoire affaiblie par tous les effets auxquels il se laissa aller. La pièce ne fut jouée que 21 fois avant d'être retirée. Elle était éblouissante, une vraie fête pour les yeux. Mais Stanislavski avait commis une grave erreur. Il s'était mépris sur l'attente du public qu'il ne toucha pas. Meyerhold eut ce jugement définitif. La Fille des Neiges est tout simplement démodée. Dans les temps troublés que nous vivons, quand tout s'effondre autour de nous, le simple attrait de la beauté ne peut suffire. Malgré cela, en quelques semaines, Stanislavski allait devenir un héros du peuple. Cela se passa à Saint-Pétersbourg, dans une période de grève, de manifestations et de représailles brutales de la police.
Partisan de Lénine, Sava Morozov finançait maintenant des journaux subversifs. Il était toujours l'éminence grise de Stanislavski. Il le persuadait de jouer dans une ville qui était au bord d'une révolution de grande envergure. La tension dans la ville était brûlante. Ce jour-là, il y avait eu un massacre dans les rues et maintenant, des manifestants se pressaient dans le théâtre. Ils avaient appris que le théâtre d'art était leur frère d'armes. Dans Un ennemi du peuple d'Ibsen, Stanislavski joue le rôle du docteur Stockman, un homme seul face à l'adversité pour défendre un principe. Dans le dernier acte, en loques et échevelé, ses vêtements déchirés par une foule hostile, il prononce ces mots. On ne met pas d'habits neufs lorsqu'on va combattre pour la liberté et la justice. À peine ces mots sont-ils prononcés qu'un courant passe entre Stanislavski et le public. Il devient brusquement un symbole de la révolution. Morozov se félicitait d'avoir gagné la bataille sur le plan de la création. Il avait vu aussi, avec Stockman, tout le pouvoir du théâtre d'art comme outil politique. Jusqu'alors, il s'était produit dans des édifices loués. Mais voilà que Morozov décida de leur offrir à grands frais un théâtre qui serait leur maison permanente. C'est aujourd'hui encore le théâtre d'art de Moscou. Il chargea du projet le grand architecte russe Franz Schechtel, déjà célèbre pour avoir construit à Moscou de superbes gares, banques, maisons. Son œuvre demeure l'un des plus beaux exemples d'art nouveau en Russie. Pour Stanislavski, c'était la réalisation d'un rêve. On lui offrait là non seulement un théâtre à lui, mais un théâtre où les dépenses avaient été concentrées sur la scène et sur l'espace réservé aux artistes. Le foyer était simple et discret, sans une seule note de couleur. Au-dessus d'un haut lambris, les portraits de grands auteurs, poètes, comédiens et artistes. Morozov fit construire l'un des théâtres les plus sophistiqués de l'époque. Scène tournante, très rare alors, même à l'étranger. Salle habillée de chêne pour concentrer tous les effets de couleur sur la scène. Éclairage commandé par une console électrique. Tout pour l'art. Peu après son ouverture, le théâtre d'art releva à nouveau un défi politique de taille. Il monta les œuvres réalistes sociales de Maxime Gorky, un homme à peine sorti de prison, sous constante surveillance policière. Dans le même temps, il était une figure illustre. N'était-il pas l'enfant chéri de l'intelligentsia? Il avait situé sa pièce, les bas-fonds, dans un repère de voleurs, de clochards et de prostituées. Il voulait faire honte à la société où tant de gens vivaient comme des épaves. Comme à l'accoutumée, Stanislavski entreprit sa recherche de la couleur locale. Il emmena toute la troupe au marché Kitrov de Moscou pour vivre parmi les parias de la société. Stanislavski interprétait le rôle de Satine. Pour créer son personnage, il s'était inspiré de l'histoire vraie d'un homme déchu. Le sens profond de la pièce irradiait la liberté à tout prix. Ces gens avaient choisi les plus profonds abîmes plutôt que de vivre selon les codes d'une société injuste. Напоминает мне наше семейство. Старинная фамилия времен Екатерины. Дворяне, выходцы из Франции, служили,
поднимались все выше. При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль, занимал какой-то громадный пост. Богатство, сотни крепостных, лошади, повара. Ты врешь. Не было этого. Что? Один дом был в Москве, другой дом в Петербурге. Кареты. La pièce fut un triomphe pour le théâtre d'art de Moscou. Ce film, tourné 20 ans plus tard avec Katchalov dans le rôle de Satine, garde l'essence de la production de Stanislavski. Не было карет. Подожди, ты дед мой был. Не было деда. Не было. À ce moment-là, Sava Morozov racheta les parts des autres actionnaires. Il était quasiment propriétaire du théâtre et il demanda que son protégé politique, Maxime Gorky, alors en plein triomphe, devienne auteur à demeure et que toutes les productions portent un message social. Nemirovitch jura que jamais il ne se soumettrait à la tyrannie du groupe qu'il appelait la Gorkiade. Il montra sa détermination lors d'une redoutable bataille au conseil d'administration où il déchira le contrat de Gorky. Gorky, qui en Nemirovitch haïssait l'homme et méprisait le travail, jura qu'il n'aurait plus rien à voir avec le théâtre d'art. Morozov coupa son soutien financier. Pendant des mois, il fuit la police secrète, accusé de donner asile à des terroristes. Son corps fut retrouvé dans un hôtel à Nice. On déclara qu'il s'était suicidé. Une fois encore, le théâtre fit appel à Tchekhov pour une nouvelle œuvre. Plus inquiet que jamais, il leur envoya le manuscrit de sa nouvelle pièce, La Cerisette. Stanislavski ne fut que louange. Mais pour Tchekhov, ces éloges ne voulaient-ils pas dire que la pièce était mauvaise? C'est encore aujourd'hui un mystère comment deux hommes qui ne se comprirent jamais purent créer ensemble de tels chefs-d'œuvre. Rapidement apparurent des désaccords. Tchekhov pensait en toute sincérité qu'il avait écrit une comédie. Et Stanislavski en produisit un drame psychologique. Il transcrivit la motivation intérieure des personnages aussi minutieusement qu'un romancier et donna à la mise en scène une remarquable ampleur cinématographique. О, мой милый, мой нежный, прекрасный мой сад, прощай, счастье мое, жизнь моя, молодость моя, прощай. Le soir de la première, Tchekhov reçut une ovation du public. Il était alors gravement malade et partit pour Badenweiler, ville d'eau allemande où il s'éteignit 6 mois plus tard, une coupe de champagne portée à ses lèvres. Stanislavski apprit la nouvelle à Lyubmovka et en fut inconsolable. Jamais je n'aurais pensé avoir pour lui un tel attachement. Et que sa mort fut pour moi un tel vide. Je n'arrive pas à l'oublier. Notre futur m'apparaît désormais du noir le plus obscur. Le corps de Tchekhov fut ramené en Russie en train, dans un wagon plein d'huîtres françaises. Par milliers, les gens se tenaient dans les rues. Tchekhov fut inhumé au monastère Novodevitchi. Ce fut la fin d'une époque. Stanislavski vécut une crise profonde. Il avait déjà perdu son ami Morozov. Ces deux inspirations l'avaient laissé, Gorky, qui avait fui en exil, et maintenant Tchekhov. Quels seraient les nouveaux auteurs? Quelle serait la nouvelle génération qui mènerait sa création vers de nouvelles dimensions? Il ne voyait personne.
triste de penser à notre théâtre. Il ne va pas longtemps survivre. Son découragement faisait écho au désespoir qui balayait la Russie. Une guerre contre le Japon, soi-disant une bagatelle, devint une humiliation nationale. La flotte balte fut coulée à Tsushima. 170 000 vies furent perdues à Lutken. Au théâtre d'art, les hostilités allaient croissant. Stanislavski et Nemirovitch échangèrent des lettres pleines d'amertume. Constantin Sergueïevitch, sans l'aide de quiconque pour contrôler votre tempérament, vous détruisez les perles les plus fines de votre talent. Il n'est pas une seule production qui n'eût été promise à l'échec si vous n'aviez eu mon contrôle littéraire et artistique. Soit, mes idées ont produit une récolte sans aucune valeur. Si l'on a besoin de moi, eh bien que l'on me traite avec tact et avec soin, Vladimir Ivanovitch. Sinon que l'on se débarrasse de moi au plus tôt. Un autre épisode vint ajouter à ce noir climat. À Saint-Pétersbourg, une foule de manifestants pacifiques fut abattue par les troupes impériales. C'était le 22 janvier 1905. Dimanche sanglant. Durant cette période, Stanislavski ne connut qu'un seul espoir. Meyerhold, l'étudiant génial et indomptable qui avait quitté le théâtre d'art en 1902 en rébellion contre son caractère institutionnel. Il vint au secours de son maître et lui proposa de l'aider à réaliser son vieux rêve. Fonder une chaîne d'ateliers de théâtre où l'on expérimenterait de nouvelles formes d'interprétation. Stanislavski avait besoin de cet esprit aventureux. Il chercha dans tout Moscou le bâtiment approprié qui serait officiellement lié au théâtre d'art afin de le nourrir d'idées neuves. Il dépensa une fortune à équiper un studio de théâtre rue Povarskaya. Meyerhold avait une liberté artistique totale. Mais les succès attendus n'arrivèrent pas. Le studio s'avérait un simple tremplin pour les volontés de mise en scène de Meyerhold. Il n'y eut aucune révélation artistique. Cruellement déçu par son élève, Stanislavski fit fermer le studio. Meyerhold s'en alla seul vivre ses rêves. Ils n'allaient plus travailler ensemble pendant 30 ans. Face au chaos où se trouvait alors la Russie, tout cela ne semblait guère important. Un groupe réactionnaire d'extrême droite, les Sangs Noirs, hantait les rues et tirait sur tout rassemblement bolchevique. Le bruit courut qu'une attaque était prévue au théâtre d'art pendant une représentation. Leur lien avec la gauche faisait d'eux une cible évidente. Ils formèrent un groupe de défense au théâtre et firent très rapidement des plans de fuite à l'étranger. Le départ eut lieu dans le plus grand secret. Ils emportèrent les costumes, mais durent laisser les décors. À Berlin, Vienne et Prague, ce fut une révélation. Dans toute l'Europe, les journaux décrivaient cette troupe extraordinaire venue de l'inconnu. Ils jouaient des pièces anciennes pour eux, mais tout à fait nouvelles pour les scènes européennes. Stanislavski était idolâtré. Il n'en ressentait aucune joie. À 43 ans, il se sentait fini en tant qu'artiste, car il jouait dans un genre réaliste qu'il savait dépasser. Il fallait découvrir autre chose. Il rassembla tous ses cahiers, ses pensées griffonnées, ses analyses et ses carnets de régie. Le résultat de 30 ans d'activité théâtrale. Et il partit s'isoler en Finlande.
Durant ma vie d'acteur, j'ai pu rassembler un ensemble de matériaux sur la technique du théâtre. Tout était pêle-mêle et devait être trié, évalué et rangé sur des étagères mentales. Il fallait travailler à partir de ce matériel brut, le polir et en faire le fondement de notre art.